Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Il y a quelques jours, 3 pour être exact, l'adaptation de l'histoire de Mary Shelley, Frankenstein, par Guillermo del Toro a enfin été rendue dispo sur Netflix. Une sortie officielle sur la plateforme après plusieurs séances en salle auxquelles certains et certaines chanceux et chanceuses ont eu l'occasion de se rendre. À cause de cette sortie, j'ai eu l'idée de vous parler d'un petit film très sympa. Pour rester dans le thème des bouts de cadavres qui se remettent à se balader dans le monde des vivants, je vous propose de parler de la comédie horrifique Lisa Frankenstein. There's a young man. I talked to him. I wish I was with you. That's really weird, Lisa. I'm the greatest God created, power tripping on the mission. Taffy says it's a waste of time to try and fix a boy. It's better just accept a guy's flaws. Oh, that's so cute. I can't do that. Not until we bury the body. There is no turning back now. I can't be saved. And in the next life they'll remember me. Lisa Frankenstein est une romance comico-horrifique sortie en février 2024, autrement dit pile pour la Saint-Valentin, joli coup je dois dire. Le film est réalisé par Zelda Williams, une actrice, productrice, scénariste et donc réalisatrice, qui signe ici son premier long métrage. Ce n'est pas son premier essai dans l'horreur puisque en 2020 elle a sorti Kappa Kappa Die, un moyen métrage d'une 40aine de minutes qui se passe dans une maison de sororité hantée. Alors je l'ai pas encore vu, mais je tâcherai de vous faire un petit retour dessus quand ce sera fait. Lisa Frankenstein, il a pas été écrit par Zelda Williams, mais il a été écrit par Diablo Cody, un nom qu'on a déjà entendu dans le podcast puisque c'est elle qui a écrit l'incroyable Jennifer's Body. On sent vraiment sa patte dans les dialogues sanglants, sardoniques et grinçants qu'on a dans Lisa Frankenstein. Diablo Cody, elle sait, je trouve, vraiment bien écrire les personnages adolescents sans virer dans le cringe ou dans le superficiel. Ça aurait pu couler le film, donc je trouvais que c'était assez important de le noter. Il y a quand même pas mal de teenage movies complètement ratés, souvent parce que on sent le mec de 50 ans derrière les lignes de dialogue. Alors bon, ici, je suis contente de vous dire qu'on est sauvés. Le style et l'ambiance du film sont super travaillés. On a vraiment un hommage aux années 80 dans les vibes, l'humour, la musique aussi, avec des sons de groupes de rock et de punk rock comme Galaxy 500, The Jesus and Mary Chain, The Cure, que j'adore tout particulièrement, ou REO Speedwagon. Le film se passe d'ailleurs en 1989. Visuellement, le film il va exploser de couleurs comme le rose, le jaune et le vert qui vont être très saturés, avec aussi beaucoup de néons, comme dans les séquences à l'école ou encore dans l'espèce de garage avec le lait bronzage. Tout ça, ça va vraiment contraster avec le style gothique et très sombre de Lisa, qui porte beaucoup de noir et de teintes foncées de rouge ou de mauve. Il y a aussi pas mal de références au film Voyage sur la Lune de Méliès et à son esthétique. Déjà la grosse lune visage qu'on voit plusieurs fois telle quelle, mais aussi les moments en noir et blanc qui sont aussi animés et que je trouve qui ajoutent vraiment un style au film qui est super intéressant et pertinent. C'est vraiment le monde où Lisa et la créature s'échappent, mais c'est aussi le monde où il et elle se sentent vraiment appartenir, contrairement du coup au monde des vivants.
Bon, du coup, je parle de créatures et tout ça, donc franchement, vu le titre et le fait qu'il y a Frankenstein dedans, vous vous imaginez plus ou moins de quoi ça parle si vous n'avez pas vu le film. C'est évident qu'il y a de gros parallèles avec Frankenstein dans cette histoire, qui commence en fait avec la protagoniste Lisa Swallows et sa demi-sœur qui se préparent pour aller à une soirée. On sent tout de suite qu'il y a pas mal de différences entre les deux jeunes femmes, hein. Lisa, elle est considérée comme la fille bizarre, celle qui aime traîner dans les cimetières, qui est pas très populaire à l'école, et qui est si pâle qu'elle ressemble à un cadavre. Et puis il y a Taffy, qui adore faire la fête, qui a plein d'amis, qui est populaire dans son équipe de gym, elle est très pétillante et elle est en fait pleine de vie finalement. Arrivée à la soirée, Taffy rejoint ses copines et Lisa, elle fait face à son crush, Michael, qui lui fait boire, sans faire exprès je vous assure, un mélange dans lequel il y a un cocktail de trucs qui la défonce complètement direct. Complètement droguée, elle se fait attaquer sexuellement et elle quitte la fête pour rentrer chez elle, mais après un détour par le fameux cimetière où, après qu'elle soit partie, une tombe se fait frapper par la foudre. Le lendemain soir, une créature couverte de boue et d'insectes se pointe chez elle et on se rend compte qu'il s'agit de l'homme enterré à la tombe préférée de Lisa, celle où elle s'assoit pour lire et à qui elle parle. En plus de gérer cette créature qui squatte sa chambre, elle doit faire face à sa belle-mère et à ses camarades de classe qui la boulient constamment parce qu'elle est jugée étrange. Et en plus, elle se remet du traumatisme d'avoir perdu sa mère, tuée par un tueur à la hache qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. C'est quand même pas mal à gérer par une ado parce que, oui, je le rappelle, Melissa c'est une ado et le film la laisse vraiment l'être dans ses explosions de rage, dans ses pulsions amoureuses, sexuelles et meurtrières, et puis dans son comportement et ses choix un peu bébêtes parfois j'avoue, et qui sont forcément pas toujours logiques selon un regard extérieur, mais en vrai, tu te rappelles de toi ado et tu la comprends. J'ai beaucoup apprécié regarder Lisa Frankenstein. J'avoue que j'avais des attentes puisque je savais que c'est Diablo Cody qui l'avait écrit et honnêtement, j'ai pas été déçue. Je peux comprendre celles et ceux qui n'ont pas accroché parce que c'est très ado, c'est vrai. Mais par contre, je suis là évidemment avec ma mission de proposer une lecture de certains thèmes du film qui sont intéressants, ainsi que certaines choses qui parfois sont des petits détails, mais qui sont quand même importants à mettre en avant selon moi. Une des thématiques du film qui est abordée très vite, et avec une exposition qu'on peut trouver un peu hasardeuse, mais perso ça m'a pas dérangé plus que ça, c'est le deuil et le trauma qui en découle. Comme j'ai dit juste avant, Lisa elle est encore en deuil du décès, ou enfin en fait plutôt du meurtre carrément, de sa mère. Mais parce que son père a tourné la page en se remariant, elle se retrouve dans un environnement où elle devrait être passée au-dessus. On est vraiment face à quelque chose d'étrange où d'un côté, que ce soit le père, la belle-mère ou même Taffy, prennent la chose comme si c'était il y a longtemps, que tout est pour le mieux maintenant et que Lisa, elle est dans une situation stable et épanouie. Et en même temps, le fait qu'elle tente vers le morbide et le macabre, ainsi que sa tendance à rester seule, ça va être constamment expliqué par tout le monde comme un résultat du traumatisme d'avoir perdu sa mère et que bon, ça suffit quand même, il est temps de passer à autre chose. On voit ça très bien avec la belle-mère, ce qui est d'ailleurs un peu dommage de voir un personnage féminin avec aussi peu d'empathie. Mais bon, de toute façon, toutes les femmes ne sont pas forcément douées d'empathie, donc ça marche finalement. I even opened my glorious home to an ungrateful little bitch. Oh, I didn't want to move here. You wanted to stay in the house where your mom was butchered like a hog? Oh, that's disturbing, Lisa. I mean, I didn't want to go to a new school my senior year. I didn't want to leave the town that I lived in my whole life. So ungrateful. You were lucky to get out of there. I'm sure people were talking. Or maybe you liked being a hot topic. Maybe it was the first time anyone ever looked at you. Shut up! Là, on est carrément dans la cruauté. Elle dit que Lisa est malade dans sa tête, qu'elle a besoin d'aide, ou bien elle l'insulte carrément de noms sexistes comme bitch et whore. Elle lui dit qu'elle est ingrate, qu'elle devrait être plus reconnaissante d'avoir été accueillie. Il n'y a pas vraiment de considération pour ce que Lisa ressent à l'intérieur d'elle-même en fait.
ce que ça lui fait, ce que ça lui a fait et ce que ça lui fait encore d'avoir perdu sa mère et de devoir s'acclimater à une nouvelle famille en soi, à une nouvelle vie. Parce que son père l'a carrément forcée à déménager. Donc c'est tout qui change pour elle en fait. Y compris l'école, qui, je le rappelle, est super important pour les enfants et pour les ados, parce que c'est vraiment le lieu de socialisation par excellence. En parlant du père de Lisa, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la manière dont il va agir avec sa fille biologique, Lisa donc, et Taffy, la fille de sa nouvelle femme. Il y a très peu d'échanges entre Lisa et son père. En fait, il ne la regarde que très peu, voire jamais, et c'est vraiment très rare qu'on voit qu'il s'adresse à elle directement. C'est d'ailleurs plus souvent Taffy qui va prendre la défense de Lisa face aux attaques de la belle-mère, qui s'appelle Janet d'ailleurs, que son père qui va rester très effacé. Lisa, elle a vraiment pas de soutien de son côté, mais par contre il va être beaucoup plus encourageant avec Taffy. On va les voir à plusieurs reprises qui se font des checks ou bien s'enlacer. Alors ni le père, ni la belle-mère, ni personne d'ailleurs, à part Taffy, mais ça on va en parler, n'est prêt ou prête à faire face au trauma que Lisa elle garde en elle, même si le temps a passé depuis le meurtre de sa mère. Le trauma qui va découler en fait de la perte de sa mère, il est vu comme une espèce de résistance consciente de Lisa à entrer dans le rang, à être normale entre guillemets, à ne pas causer de problème, comme en cassant des trucs ou en osant répondre à l'autorité. Et ce qui est intéressant dans le propos du film, en plus de ça, c'est qu'il montre que personne n'est prêt à affronter les traumas des femmes tout court. Là où Taffy, elle est soutenue par ses amis, par l'école, par ses parents, parce qu'elle est souriante, gentille et entre guillemets dans la norme, elle est en fait complètement niée dès qu'elle va rentrer dans le statut de femme traumatisée. Quand elle se retrouve couverte de sang vers la fin du film et qu'elle court vers la route, pas une voiture ne va s'arrêter pour lui demander ce qui se passe. Le trauma, il est ignoré et il doit être refoulé, comme Janet, la belle-mère, fait en écoutant son podcast de coach de vie en développement personnel. Si tu fais pas ça, tu débordes, t'en fais trop. Tu déranges et t'es folle, bonne à enfermer dans un hôpital psychiatrique. Encore une fois, littéralement les propos utilisés par la belle-mère à l'encontre de Lisa. Ensuite, j'ai parlé de Taffy et brièvement de son soutien à Lisa. J'aimerais bien revenir sur la relation entre Lisa et Taffy, qui pour moi est vraiment très importante et très intéressante. Je vous avoue que dès que j'ai vu qu'on avait deux sœurs qui sont très différentes, j'ai eu peur qu'on tombe dans les clichés, pire dans une espèce de compétition entre les deux où elles finiraient par se détester pour aucune raison vraiment valable, juste scénario. Je sais que ça arrive dans la vraie vie, mais je vous avoue que personnellement, je suis vraiment fatiguée de toujours me retrouver face à ce genre de dynamique entre persos féminins, donc j'en attendais quand même autre chose. Et du coup, je suis super contente de voir qu'on n'est pas vraiment là-dedans. Alors oui, elle ne s'accorde pas sur tout. Déjà, Taffy, elle aime sa mère malgré tout, alors que, c'est clairement une connasse envers Lisa. Taffy, elle dit aussi parfois des choses assez insensibles à Lisa, et inversement d'ailleurs. Mais, au final, elle s'aime. Et ça a fait du bien à mon petit cœur qui voulait voir quand même un peu de sororité. Comme je l'ai dit, ce sont deux jeunes femmes qui sont très différentes. Elles ne se comprennent pas sur tout, c'est sûr. Taffy dit à Lisa qu'elle devrait passer par le lit de bronzage parce qu'elle est beaucoup trop pâle et que ça va pas du tout. Lisa, elle juge Taffy de sortir et d'avoir des crushs sur des gars qui sont sportifs et du coup pas cérébraux comme elle le dit. Pour autant, elles vont se soutenir. Taffy, elle complimente Lisa quand elle se met à oser assumer un style plus gothique, plus marqué. Lisa, elle couvre les arrières de Taffy quand elle rentre tard parce qu'elle est avec un garçon. Lisa, elle réconforte Taffy quand sa mère disparaît alors qu'elle déteste celle-ci. Et même quand Lisa découvre que Taffy se tape Michael, son crush, elle ne va pas la détester. Elle va la protéger et c'est même peu après qu'il y a cette scène très douce que j'aime beaucoup où Lisa la remercie d'avoir été là pour elle quand personne d'autre ne l'était. Et elle lui dit aussi qu'elle l'aime comme une véritable sœur. Thank you for being nice to me when no one else was. I did notice. It's just that your mom was so heinous that I'd already decided that you were too. You're the type of person who usually bullies me or looks right through me. But you didn't.
You actually went out of your way to try to tell people I was part of your family. You really actually wanted me to be your sister. You are, you know? You are my sister. You're a great person, Dad. And I'm sorry. I hurt you. I love you. Un détail que je trouvais adorable, c'est qu'à la toute fin, on voit Taffy continuer de porter le rosaire que Lisa lui a donné. Pardon, mais c'est ce genre de petits détails que je veux voir dans un film, moi. Bref, il y a vraiment cet amour entre elles, un amour inconditionnel, même s'il arrive qu'elles se disputent, c'est normal évidemment. Même si Taffy trouve Lisa bizarre, elle va jamais essayer de la changer. Et d'ailleurs, Lisa, elle va jamais changer qui elle est. Elle deviendra plus confiante et plus affirmée, et Taffy, elle est vraiment là pour l'applaudir. Je vais pas aller trop dans les détails non plus, au cas où vous aurez pas vu, mais que vous voulez voir le film, mais honnêtement, c'est vraiment la relation la plus intéressante et une des relations les plus belles qui sont portées à l'écran dans ce film. Ensuite, un autre point que j'ai trouvé vraiment top aussi, et dont je voulais parler, c'est le point de la vengeance. En particulier envers les hommes, et un en particulier. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Lisa, elle est agressée pendant une soirée. Eh bien, Lisa décide d'inviter ce même mec à un date, où elle l'emmène dans le cimetière pour ensuite l'attaquer avec la créature et lui prendre littéralement la main. Donc, genre la couper quoi. Voilà. Plutôt pas mal comme punition, non ? Elle le dira d'ailleurs plus tard à la créature, ce type faisait des choses horribles avec sa main, donc il agressait des femmes. Il n'y a donc pas à pleurer et à regretter. D'ailleurs, la créature fait avec cette main des choses formidables, comme jouer du piano. C'est un discours qui fait plutôt du bien parce que ça va pas diaboliser la vengeance qu'elle et la créature du coup imposent. Je vais être obligée de faire un petit parallèle avec Jennifer's Body, vous m'en voudrez pas parce que je pense que vous aimez ce film autant que moi. Alors pourquoi est-ce que je fais un parallèle spécifiquement avec ce film ? Eh bien je l'ai dit, hein, mais c'est parce que la script est la même, donc Diablo Cody. Dans Jennifer's Body, même si on est quand même du côté de Jennifer qui tue les hommes, on est quand même aussi du côté de Needy, qui finit par arrêter Jennifer et le démon qu'elle est devenue, et donc arrêter les tueries. Donc on a un jugement moral, mais en fait il y a surtout l'argument que les types que Jennifer tue en soi n'ont rien fait de mal, entre guillemets. Ça peut être débattu, évidemment. Et puis dans Lisa Frankenstein, eh ben, on se pose même pas la question du bien ou du mal de cette action. Alors oui, quand ce mec ne va pas rentrer chez lui, il y a effectivement la police qui va s'en mêler, mais en soi, Lisa, elle est jamais jugée pour avoir pris sa revanche sur un violeur, très probable. On a un semblant de ce genre de discours dans Jennifer's Body quand même, avec Needy qui va finir par massacrer les coupables du meurtre de Jennifer, qui est d'ailleurs un acte que nous, en tant que spectateurs et spectatrices, on est forcément contents et contentes de voir, hein. On va pas se le cacher. Il y a vraiment quelque chose de cathartique en fait, dans le fait de voir un personnage qui se fait attaquer, riposter. C'est exactement ce qui se passe ici, et en plus ça résonne en moi en tant que femme ayant déjà subi ce genre de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes dans mon cas. Alors je le dis, et je pense que d'autres seront d'accord, donnez plus de récits avec des personnages féminins qui ont leur vengeance sur ceux qui les ont agressés, s'il vous plaît. Une autre chose qui est plutôt sympa aussi, c'est la façon dont le film parle des règles et de la sexualité adolescente de manière super décomplexée et dédramatisée. Par rapport aux règles, c'est très rapide, mais on a une phrase de Lisa où elle dit qu'elle doit aller changer sa serviette hygiénique. On a aussi Taffy qui dit qu'elle est en plein syndrome prémenstruel. Alors pour les personnes non menstruées qui écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, sait-on jamais. Le syndrome prémenstruel, ou SPM quant à la flemme, c'est un ensemble de symptômes qui peuvent être physiques, psychologiques ou les deux, et qui commencent du coup, comme son nom l'indique,
avant les règles. Chaque personne qui a ses règles ne va évidemment pas vivre le SPM de la même manière, évidemment, parce que même si on a ce vécu en commun, il n'empêche qu'on va le vivre quand même de manière différente. Je souligne ça parce que c'est toujours sympa d'entendre ce genre de truc dans un film en tant que passage, que détail sur lequel on n'insiste pas vraiment, parce qu'on vient de loin. Hein. Si vous ne le saviez pas, jusqu'au début des années 70, on ne voyait jamais aucune pub pour des produits hygiéniques à la télé. Et c'est seulement en 1985 qu'on entend le mot period, donc règle ou menstruation, prononcé à la télé dans une pub. Et puis dans certains films comme dans Carrie ou Ginger Snaps, qui sont par ailleurs des films que j'adore, les règles, elles sont très souvent intégrées dans la narration comme un ressort qui va en fait signifier l'adolescence, le corps en métamorphose, et donc souvent le dégoût, la honte ou la peur. La peur dans Carrie, plutôt une sorte de dégoût dans Ginger Snaps. Du coup, le fait de le mentionner comme ça, à la va-vite, c'est plutôt un progrès, je trouve, ou en tout cas c'est plutôt rafraîchissant. Je vous invite vraiment d'ailleurs à faire attention à la manière dont les règles sont représentées dans les films et les séries que vous regardez. Dès qu'on y fait attention, c'est vraiment pas possible de retourner en arrière, on va d'office être plus attentif et attentive. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais ce podcast, pour vous inviter à vous questionner par rapport aux représentations que vous voyez dans les films d'horreur évidemment. Ensuite, par rapport à la sexualité. Alors... Déjà, j'ai ri très fort quand la créature semble demander ce qu'est le vibro de Lisa et qu'elle lui répond que c'est une sorte d'outil pour masser le dos et que plus tard c'est exactement ce qu'il va faire avec. Alors oui, c'est sûr que Lisa Frankenstein, c'est pas le premier film à montrer un sextoy, mais par contre ici, avec Lisa Frankenstein, on a vraiment le lien avec la représentation de la sexualité d'une adolescente. Et du coup, ça, c'est clairement moins courant. Un peu plus tard dans le film, Lisa va expliquer à la créature que c'est un objet qui n'est pas utilisé que pour se masser le dos, mais aussi d'autres parties du corps. Elle lui demande s'il veut essayer, il accepte, elle se met sur le dos sur son matelas, et puis on est transporté dans une scène animée où on voit deux silhouettes, un homme et une femme, assis sur une fusée qui va se cracher sur la lune, et où il et elle se cachent pour être intimes. On ne voit rien de plus et en soi c'est vraiment pas nécessaire parce que on sait ce qui se passe. En plus, Lisa elle parle très ouvertement du fait qu'elle veut pas mourir vierge et qu'elle aimerait beaucoup avoir au moins une première expérience sexuelle. Son rapport au sexe il est du coup hyper décomplexé, ce qui d'ailleurs met un peu mal à l'aise la créature au début quand elle lui demande s'il a déjà couché. Pour autant, elle est jamais hyper sexualisée et la créature non plus d'ailleurs. On va juste en fait dans ce film assister à une jeune femme qui est curieuse et qui aimerait découvrir le sexe sans que le film ne mette trop d'importance dessus. C'est vraiment un trait de caractère comme un autre et puis ça aide aussi à normaliser ses désirs et ses envies plutôt que d'apporter une espèce d'image stéréotypée ou hypersexualisée d'une ado comme on voit assez souvent dans plusieurs séries et dans plusieurs films. Enfin, je voulais mettre en lumière le fait que ce film, c'est vraiment une célébration du morbide et une lettre d'amour au bizarre. Plusieurs personnages pensent que l'amour que Lisa porte à l'étrange et à l'horreur vient du fait qu'elle a perdu sa mère. Sauf que, non en fait. Lisa, elle est juste comme ça. Y a pas de raison pour l'expliquer, alors que certains films traiteraient le fait qu'elle arrive à vivre avec ses traumatismes comme un changement radical où elle laisserait tomber l'obscur. Et non, elle va plutôt découper des gens à la hache avec un zombie dont elle tombe amoureuse. Et j'ai envie de dire que c'est mieux comme ça. De plus, comme je l'ai dit, il y a évidemment des parallèles à Victor Frankenstein et à sa créature. Le fait que la créature, elle s'éveille pareil, c'est-à-dire avec la foudre, ou encore que Lisa accumule des pièces de cadavres frais pour les coudre sur sa créature. Mais finalement, il y a surtout beaucoup de similitudes et de liens entre Lisa et Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Si vous ne le saviez pas, Mary Shelley, elle publie Frankenstein quand elle n'a que 20 ans. À cet âge-là, elle était déjà mariée. Son époux, Percy Bysshe Shelley, était poète et philosophe. Et d'ailleurs, à la fin du film, la créature lit un de ses poèmes à Lisa. Petit clin d'œil que j'aime beaucoup. Comme Mary, Lisa a aussi perdu sa mère. Pas de la même façon. La mère de Mary Shelley, qui était d'ailleurs une grande féministe qui s'appelle Mary Wollstonecraft, meurt d'une infection quelques jours après avoir accouché. Pendant longtemps, Mary se rend à la tombe de sa mère, pas seulement pour s'y recueillir, mais elle va aussi s'y installer pour apprendre à écrire et elle lit aussi beaucoup là,
quelque chose que Lisa fait aussi dans le film sur sa tombe préférée, celle de la créature. Marie, elle est connue pour avoir une fascination avec la mort en y trouvant quelque chose de réconfortant, sûrement pour réussir à traverser toutes les tragédies dans sa vie, parce que elle a notamment perdu sa mère, puis ses enfants, son mari dont elle a gardé le cœur et certains de ses amis proches. Elle était intéressée par ce qu'on appelle le galvanisme, ou le fait de réanimer les morts par des impulsions électriques, dont on parlait quand même assez souvent à l'époque, ce qui est d'ailleurs au cœur de l'intrigue du roman Frankenstein, et qui est également ce qui se passe dans le film, et ce que Lisa fait en utilisant le lit de bronzage pour réanimer les parties de corps qu'elle coud à la créature. L'idée de l'histoire même de Frankenstein lui est d'ailleurs venue d'un rêve, ce qui est aussi montré dans le film quand Lisa rêve de la créature avant même de l'avoir rencontrée. On peut donc aussi voir beaucoup de liens entre ces deux femmes, plus qu'entre le professeur Frankenstein et Lisa par exemple, par le simple fait que, alors que Frankenstein il est étudiant en médecine et c'est un passionné de sciences, Lisa, elle est couturière pour son job étudiant et dans son temps libre. Je pense que cette différence, elle est assez importante dans la façon dont l'histoire et surtout la relation entre Lisa et la créature est traitée. Dans l'histoire originale, il y a vraiment une sorte d'ascendant. On sait que Victor, c'est lui qui a créé le monstre. Le monstre est vraiment une sorte de possession, mais aussi d'enfant. Et puis, avec Lisa Frankenstein, Lisa, elle n'a pas vraiment créé le monstre, elle n'a pas ce contrôle sur lui, et elle va d'ailleurs l'aider à se sentir humain, en lui cousant les parties de corps qu'il récolte, mais aussi en lui apportant de la confiance et de l'amour, ce que la créature donne, évidemment, ensuite en retour. Pour toutes ces raisons, je ne peux que vous recommander ce film. Il est drôle et touchant, il est très bien écrit je trouve, il est intelligent et subtil dans la façon dont il va traiter les thématiques dont je vous ai parlé ici. En plus, Catherine Newton est exceptionnelle dans le rôle de Lisa, je l'adore. J'espère que ça vous a donné envie de le voir, si ce n'est pas déjà fait, ou de le revoir, n'hésitez pas à y foncer, vous savez que vous passerez un bon moment. C'est tout ce que je voulais dire mes chers ghouls sur Lisa Frankenstein. On se retrouve bientôt pour parler d'un autre film. N'hésitez pas à partager vos réflexions et avis en commentaire ou messages sur les réseaux. Portez-vous bien et à bientôt!